Nous sommes le 20 septembre 2023, on va s'échapper pendant 20 minutes de cette salle de conférence et on va se retrouver, vous n'avez pas pu participer à la SFAR, vous êtes dans votre bloc opératoire, en salle de chirurgie orthopédique aujourd'hui, vous avez 3 patients au programme ce matin. Une patiente de 24 ans qui doit être opérée d'une chirurgie du pied qui s'appelle Anaïs, un patient de 64 ans qui s'appelle Marc et qui va être opéré d'une prothèse totale de genou en ambulatoire, et une patiente de 84 ans, Denise, qui doit être opérée d'une prothèse totale de hanche. Votre collègue anesthésiste qui a vu ses patients en consultation, à chaque fois, il a indiqué sur la feuille d'anesthésie bloc disto. On va voir quels enjeux ont ces blocs disto. Est-ce qu'ils ont des bénéfices dans certaines chirurgies? Est-ce qu'il faut les faire ou non? L'ALR n'a pas que des complications, il y a aussi des avantages et on va essayer de les voir ici. Je m'appelle Cyril Kemner, je suis anesthésiste à la clinique Drouot Sport à Paris et en 20 minutes, on va traiter tout le membre inférieur et certains blocs disto. Ça va être un sacré boulot. Je confie d'intérêts qui ne sont pas dans le domaine. Alors, la première question, c'est votre collègue, comme je vous disais, il a mis sur la feuille d'anesthésie bloc disto. Pourquoi bloc disto? Je me suis posé la question. Ce pas des blocs qui sont forcément disto au niveau du membre inférieur, hein, vous voyez la hanche, etc. Mais c'est des blocs disto qui sont au plus proche de l'articulation concernée. En fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas des blocs disto, c'est des blocs d'épargne motrice, des blocs qui vont permettre aux patients d'avoir une analgésie de qualité et avoir une rééducation de qualité également. Tout ça pourquoi? Pour optimiser le parcours périopératoire et la réhabilitation après chirurgie. Alors, on commence par la première patiente de votre programme, Anaïs, chirurgie du pied. Et on va voir quels enjeux déjà de proposer une anesthésie loco-régionale pour cette patiente. On disait, pas de bloc inutile, est-ce que les blocs du pied sont utiles? Première réponse est oui. Les trajectoires douloureuses post-opératoires de la chirurgie du pied, ça je vous invite. Alors sur toutes les diapos où il y a des études, vous avez un QR code, vous pouvez le flasher, ça vous amène directement sur la page de l'étude. Chirurgie du pied, étude de 2013, allemande, 105 établissements. Plus de 70 000 patients et on étudie 180 chirurgiens environ et on étudie les seuils de douleur à J1. Chirurgie du pied, l'arrière-pied avec un calca ouvert, c'est la chirurgie la plus douloureuse sur les 180 chirurgies étudiées. Et la chirurgie d'hallux valgus ou d'articulation, en tout cas de l'avant-pied, c'est la 32e chirurgie sur 180 la plus douloureuse. Dedans, il y avait des chirurgies orthopédiques, des chirurgies digestives lourdes, etc., etc. Donc des chirurgies qui ont des hauts scores d'échelle numérique post-opératoire avec des consommations de morphine qui sont élevées. Alors, quelles questions va falloir vous poser quand vous voyez Anaïs? Est-ce que c'est une chirurgie de l'avant-pied, du médio-pied, de l'arrière-pied? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Mais finalement, en fait, au niveau des blocs distaux, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il va falloir voir avec votre chirurgien, en fonction de quelle chirurgie c'est, là où il va vouloir positionner son garrot. Si le chirurgien veut absolument gonfler un garrot de cuisse, vous pouvez oublier les blocs distaux à visée anesthésique parce que le patient ne tolérera pas un garrot de cuisse sans une anesthésie loco-régionale plus proximale. Donc la première question, c'est où et est-ce qu'il y a un garrot? Alors, comment on les réalise, ces blocs du pied? Donc, là, je vous ai pris l'exemple d'un hallux valgus et je vous ai pris des études qui s'intéresseront que à l'hallux valgus. On a l'innervation qu'on appelle les nerfs superficiels. Le nerf fibulaire superficiel qui va s'intéresser plutôt au dos du pied, toute la partie superficielle du dos du pied, le nerf saphène plutôt en partie médiale du pied, pareil de façon superficielle, et le nerf sural en partie latérale du pied. En sonoanatomie, je vous invite à consulter ces fiches, elles sont dans le journal Anesthésie Réanimation, c'est l'équipe de Toulouse qui l'avait faite en collaboration, avec toute la sonoanatomie, l'emplacement où vous allez mettre votre sonde d'échographie et les structures à reconnaître. Donc le nerf fibulaire superficiel, on va plutôt se mettre tiers moyen ou tiers distal de jambe, on va repérer le fascia intermusculaire, on va remonter pour localiser ce nerf fibulaire superficiel. Le nerf saphène, comme je vous le disais, c'est plutôt la partie médiale du pied. Donc pareil, on va se mettre au-dessus de la malléole, au niveau médial, et on va repérer la veine saphène, la grande veine saphène. Il va être au contact. Et puis, le nerf sural, on va placer notre sonde d'échographie en partie postérieure du pied, le long du tendon d'Achille. Et en latéral, on va repérer la petite veine saphène avec le nerf sural qui sera au contact. Et puis, il y a des nerfs profonds. Des nerfs profonds qui vont innerver, donc pour le nerf fibulaire profond, plutôt toute la partie, pareil, dorsale du pied, avec une innervation qui va être profonde. Et puis le nerf tibial qui va innerver toute la partie, la face plantaire du pied au niveau profond. De la même façon, vous allez pouvoir les localiser au niveau du coup de pied pour le nerf fibulaire profond, et au niveau de la malléole médiale, au-dessus de la malléole médiale, pour le nerf tibial. Et pareil, je vous laisserai voir toutes les techniques. Alors, est-ce que ces tronqueurs à la cheville, on disait encore une fois pas de bloc inutile, est-ce qu'ils sont recommandés? Est-ce qu'ils ont fait la preuve de leurs bénéfices? Et bien tout à fait, ils sont recommandés. Vous savez que pour toute chirurgie,
Il y a des recommandations en analgésie qui sont des recommandations européennes qu'on appelle prospect, vous pouvez aller voir. Et sur l'hallux valgus, on a de la chance, il y en a. Ces blocs donc à la cheville sont recommandés en première intention pour la chirurgie de l'hallux valgus. Alors, s'ils sont recommandés en première intention, pourquoi ils le sont? Est-ce qu'ils font aussi bien que des blocs plus proximaux? Eh bien oui, dans le parcours patient, en fait, quand on compare des blocs plus proximaux, c'est-à-dire un sciatique plus un fémoral au bloc tronculaire de la cheville et qu'on regarde la douleur à J1 post-opératoire, il n'y a pas de différence entre ces deux blocs. Est-ce qu'il marche à J1? On le sait, mais est-ce qu'il se prolonge dans le temps? Parce que nous, notre but, ça va être de renvoyer le patient à la maison, qu'il soit confortable à la maison, qu'il puisse entreprendre sa rééducation et qu'on puisse avoir un parcours qui soit adapté. Et pas qu'il ait pas mal à J1, mais qu'on soit rappelé à J2 parce qu'il consomme beaucoup de médicaments, il a très mal. Ça, c'est une étude de l'équipe de Toulouse, 2018, Medipol-Garonne également. Donc, chirurgie sans patient, chirurgie d'hallux valgus. Alors, ça comparait, c'était une chirurgie qui comparait les adjuvants dont a parlé Nathalie tout à l'heure, dexaméthasone IV versus périneural. Mais je me suis intéressé plutôt aux critères douleur et aux critères anesthésie. Vous allez voir là dans les 2 prochaines diapos. Ces patients, à 48 heures, la médiane de douleur maximale rapportée, c'est 2. Il y en a 70% qui ne vont pas consommer d'opioïdes faibles et la médiane de consommation d'opioïdes faibles, c'est 0 mg. Donc une efficacité qui dure dans le temps, au moins jusqu'à J2. Alors très bien pour l'analgésie, mais est-ce que nous, en tant qu'anesthésiste, ça nous facilite le parcours en anesthésie? C'est des blocs qui sont également utiles en anesthésie, avec dans cette étude, je vous disais, 100 patients, 0 conversion en anesthésie générale. Et vous voyez les doses de sédation, franchement, très peu de sédation pour ces patients. Ça nous permet ce type de parcours, c'est-à-dire des patients qui arrivent au bloc opératoire à pied, qui sont bloqués sans bloc moteur, qui vont au site chirurgical à pied, qui vont subir l'intervention sans aucune douleur et sans nécessité de sédation supplémentaire, et qui vont pouvoir repartir à pied et rentrer à la maison le premier jour. Tronculaire à la cheville, je pense qu'on est tous d'accord, c'est validé. Prospect l'avait déjà validé. On va s'attaquer à 2 choses un peu plus compliquées. On passe au 2e patient de la journée. Bon, le premier, ça n'a pas duré très longtemps. Là, c'est une prothèse totale de genou qu'on veut réaliser. Le patient veut absolument une prise en charge ambulatoire. Pour ça, il va falloir avoir une analgésie optimale, de qualité, pour qu'il puisse repartir à la maison dans des bonnes conditions. L'ambulatoire, ce n'est pas l'ambulatoire à tout prix, c'est l'ambulatoire avec un patient qui n'a pas mal. Est-ce qu'il y a un enjeu sur cette chirurgie comme sur la luxalgus? Évidemment, c'est une chirurgie qui est douloureuse dans le temps, avec une douleur qui va durer longtemps pendant la première semaine post-opératoire, et on le sait en douleur chronique avec des douleurs à 3 mois importantes. Je vous ai remis en dessous, pareil, l'étude allemande. Donc, elle arrivait en 53e chirurgie la plus douloureuse, avec des EN médianes à 5 et des consommations de morphine importantes en post-opératoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on faisait pour l'innervation du genou? Le membre inférieur, de toute façon, c'est une innervation complexe qui va dépendre à la fois des plexus lombaires et sacrés. Et donc, l'innervation du genou, elle va dépendre du fémoral, de l'obturateur et du sciatique. Si on les bloque haut, évidemment que la rééducation ne sera pas possible puisqu'on aura un bloc moteur. Alors, on va s'intéresser à prendre le genou plus bas. On va le diviser, la face antérieure du genou, en 4 cadrans. Ces 4 cadrans, c'est simple, supéromédial, supérolatéral, inféromédial, inférolatéral. Je vous ai remis ici l'innervation décrite de chaque cadran. Et vous voyez en haut, à chaque fois, il y a les nerfs géniculés. Et vous voyez que dans ces nerfs géniculés, je vous ai mis les branches à l'origine de ces nerfs géniculés. Il y en a plein. À chaque fois, il y a du tibial, de l'obturateur, du fémoral, etc. Et donc, on va essayer de les bloquer à un endroit où on peut avoir le nerf géniculé en tant que tel. Cet endroit, il a été décrit. Un nom connu en anesthésie, loco-régionale notamment, et en douleur, c'est Philippe Peng, 2018. Il nous parle de l'innervation de la capsule antérieure du genou. Et sur cette diapo, vous voyez qu'on décrit les nerfs géniculés. Alors, c'est ceux que vous voyez au niveau le plus postérieur, le orange pour le supéromédial sur de droite. Je ne sais pas si vous voyez mon... Ouais, vous voyez. Parfait. Ici, le nerf géniculé supéromédial et ici, le nerf géniculé supérolatéral. Pareil, ils sont en dessous également. Donc, ces blocs vont pouvoir être faits en fait en étant en éco-guidage en face latérale du genou, et on va pouvoir se mettre à la jonction entre la diaphyse et la métaphyse et essayer de bloquer ces branches des nerfs géniculés. Mais en fait, vous voyez où ils sont placés, et on peut se demander si déjà avec notre bloc, notre iPack, où on va injecter à la face postérieure des condyles, on ne peut pas avoir déjà ces branches géniculées. Donc, qu'est-ce qui va être la différence, la vraie différence entre l'iPack et le bloc des nerfs géniculés? On pourra en parler après, et je vais essayer de vous décrire un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le gold standard en général dans nos blocs opératoires? C'est un nerf
un bloc du nerf saphène au canal des adducteurs et un IPAC. Alors, il y a 2 essais contrôlés randomisés sur les 3 dernières années qui se sont intéressés à associer ces blocs des nerfs géniculés au gold standard déjà en ce moment dans nos blocs opératoires, les 2 blocs dont je vous ai parlé précédemment. 2 essais contrôlés randomisés, à chaque fois de la prothèse totale de genou, sous rachis-anesthésie. Et donc, cette première essai, c'est en 2021, avec un patient qui avait les patients qui avaient des blocs au canal des adducteurs, plus un IPAC, et on y ajoutait ou non un géniculé versus placebo. On voit une efficacité sur les scores de douleur pendant les 6 premières heures post-opératoires qui disparaissait à 24 heures, mais surtout une efficacité sur la consommation de morphine à J1, on l'a réduite plus de moitié environ avec le bloc des nerfs géniculés. Il y a un bénéfice sur cette consommation morphinique. Est-ce qu'il y a un bénéfice sur la rééducation? Et quand on regarde les scores de douleur ou de repos, là c'est une deuxième étude qui s'est intéressée au bloc des nerfs géniculés. Il y a 3 groupes ici. Il y a un groupe IPAC seul, un groupe bloc des nerfs géniculés seul et un groupe qui mélange les deux. La première information, c'est que le bloc des nerfs géniculés était supérieur à l'IPAC dans cette étude. La deuxième information, c'était qu'associer les 2 blocs avait un bénéfice optimal sur l'analgésie au repos, l'analgésie au mouvement et la rééducation. Et quand on s'intéresse à la réhabilitation améliorée après chirurgie, on retrouve ces résultats-là qui sont très très intéressants, puisque quand on fait un time up and go test, donc vraiment la rééducation et de la réhabilitation fonctionnelle après chirurgie, on trouve que les patients qui bénéficiaient de l'IPAC plus le bloc des nerfs géniculés avaient des performances motrices à J1 et J2 plus importantes que les patients qui bénéficiaient que seulement du bloc des canaux des adducteurs plus IPAC, ce qu'on fait actuellement. Donc, clairement, une piste à explorer, un avantage au bloc des nerfs géniculés. Alors, est-ce qu'on bloque seulement les nerfs géniculés? C'est une grande question. Est-ce qu'on ne bloque pas aussi des branches? On pourra en parler, du vaste médial, du vaste intermédiaire et du vaste latéral. Mais en tout cas, quand on les réalise, sur les papiers qui sortent en ce moment, c'est vraiment un signal qui est intéressant pour réussir nos chirurgies en ambulatoire et réussir avec un confort pour le patient. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. On va parler du PENG et de la chirurgie programmée de hanche. On va de la même façon s'intéresser donc à cette patiente Denise, 84 ans. C'est notre dernière patiente de la matinée. Et donc, on va voir s'il y a un intérêt à lui faire un PENG. Est-ce qu'il y a d'abord des enjeux en chirurgie programmée de hanche, en prothèse de hanche? Alors, vous savez que c'est sujet à discussion. Il y a des blocs où on dit ça fait pas mal du tout la prothèse de hanche. Il y en a où on dit que ça fait mal. Il y a des équipes qui pensent que ça fait mal. Bon, là, il y a une étude de 2021 qui reprend toutes les données, qui fait une synthèse de toutes les données sur les trajectoires douloureuses post-opératoires en prothèse de hanche réglée. Je vous ai mis donc ici, vous voyez les 2 courbes à gauche de l'écran. C'est la chirurgie de hanche, prothèse de hanche sous rachis-anesthésie ou sous anesthésie générale. La barre rouge que je vous ai indiquée, c'est le score d'une EN à 3 en post-opératoire. Donc un score de douleur, une douleur modérée, supérieure à 3. On voit que finalement, il y a très peu de moments où les patients vont passer au-dessus des scores de 3 douleurs en post-opératoire sur une chirurgie réglée de hanche. Pareil, la consommation de morphine à 24 et 48 heures avec des doses assez faibles de morphine consommée, environ 20 mg à 24 heures et 40 mg à 48 heures, que ce soit sous rachis-anesthésie ou sous anesthésie générale. Ça, c'était avec un régime d'analgésie standard. Si on s'intéresse en plus aux interventions qu'on peut faire dessus, quand on s'intéresse à l'analgésie multimodale surajoutée, clairement, il y a la phase de réveil où on va avoir un pic de douleur important qui va monter à environ 5 2N en post-opératoire. Et puis, si on s'intéresse à quelques méthodes en plus de cette analgésie multimodale technique, c'est-à-dire un bloc ou une infiltration articulaire, et on va voir que là, de nouveau, on repasse sur des seuils de douleur vraiment acceptables et tolérables. On reprend l'innervation, comme chaque articulation qu'on a fait précédemment, la hanche, une innervation, capsule antérieure, capsule postérieure. Je vous invite à flasher ce QR code et en fait avec le nom, c'est un chirurgien orthopédiste de Bordeaux qui s'appelle L'Aumônerie et qui fait sur chaque articulation les zones d'innervation sensitive et motrice que vous allez trouver et les zones notamment en douleur chronique de déclenchement de certaines douleurs avec les zones riches en nocicepteurs. Très intéressant à lire pour chaque articulation. On va s'intéresser à la capsule antérieure. Donc là, on va avoir une innervation qui va dépendre du fémoral, de l'obturateur et de l'obturateur accessoire. Il va y avoir un bloc qui va être décrit par un certain Philippe Peng de nouveau en 2018
le PENG block, péricapsulaire nerve group block. Pourquoi le PENG block? C'est un bloc où on va permettre, en fait, en se plaçant à l'épiniaque antéro-inférieur et entre l'épiniaque antéro-inférieur et l'éminence iliopubienne, à avoir les branches sensitives et articulaires, mais non motrices, fémorales et obturatrices, pour avoir une analgésie sans bloc moteur. Alors, il faut savoir que ça, c'est le premier article Princeps. Peng l'a décrit sur 5 patients, 5 cas, il l'a fait, et c'était dans la traumatologie, c'était de la fracture du col avec des douleurs. Et il a cherché à savoir si c'était efficace en douleur aiguë. Et là, vous voyez les scores de N avant bloc et après bloc qui sont orange. En fait, ils ont pratiquement tous 0. Donc, un bloc est efficace en douleur aiguë. On ne le remet pas en question. Mais est-ce qu'on a un bénéfice? Est-ce qu'il y a l'enjeu, on a vu qu'en chirurgie réglée de hanche, il était moindre que dans les 2 autres chirurgies présentées précédemment. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un bénéfice entre ce PENG et une analgésie multimodale ou une infiltration? Sur la douleur post-opératoire, donc ça c'est une première étude, je vous ai mis des études récentes depuis 2022-2023. Première étude qui s'intéresse donc au rachianesthésie plus infiltration ou rachianesthésie plus PENG. Dans le groupe PENG, on va avoir un bénéfice sur la douleur en salle de réveil qui va disparaître en post-opératoire AJ1 et AJ2, donc un bénéfice vraiment très précoce du PENG sur les scores de douleur, mais qui est non retrouvé au-delà du J0. Et puis surtout, je vous parlais tout à l'heure de l'impact fonctionnel en chirurgie du genou. Et certes, ça va être un bloc d'épargne motrice, et encore, on pourra le rediscuter également. Mais en fait, on ne va pas avoir d'impact fonctionnel, on ne va pas avoir de gain en rééducation, et notamment sur le time up and go test, s'il n'y a pas de différence entre le PENG et une analgésie multimodale ou une infiltration. Et surtout, sur la consommation d'opiacés, qui est un des critères de recherche en douleur qui, pareil, peut être discuté, mais en tout cas qui est un des critères actuellement qui fait foi, et il n'y a pas de bénéfice au PENG sur la consommation d'opiacés. Et je vous ai mis en deuxième étude une étude toute récente qui va sortir en octobre 2023 dans RAPM, donc vous pouvez la voir en ligne d'ores et déjà, avec une infographie qui a été faite, et ça comparait le PENG à, pareil, l'infiltration intra-articulaire. Alors le critère de jugement principal était la faiblesse quadricipitale. Ça, ils ne trouvent pas de différence. Bon, c'est plutôt rassurant. On ne veut pas de faiblesse quadricipitale. C'est ce qu'on veut éviter dans le bloc. Mais si on s'intéresse aussi aux objectifs secondaires de cette étude et à ce qui a été retrouvé en secondaire, on n'a pas de bénéfice au PENG versus infiltration dans les scores de douleur, dans les consommations de morphine et dans la mobilité post-opératoire. Et ce qui est intéressant également, c'est les consommations de morphine. Là, vous voyez, à 24 heures, on avait 6 et 4 mg d'équivalent de morphine IV et 9 et 7 mg d'équivalent de morphine IV à 48 heures dans cette chirurgie. Donc des faibles consommations, des faibles douleurs et des faibles consommations de morphine dans les deux groupes. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bloc? Il y a d'autres blocs qui sont en train d'émerger. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a notamment l'iliopsoas plain block qui est en train d'être décrit. Voilà, un champ à voir pour l'instant. Moi, je suis incapable de vous répondre à la question. Le PENG en chirurgie de hanche, peut-être que ça sera sujet à discussion et qu'il y aura débat. Au total, ces blocs distaux, on parle vraiment de blocs d'épargne motrice qui sont là pour faciliter le parcours des patients, pour faciliter votre ambulatoire, pour pouvoir permettre, pour certains, une anesthésie et une analgésie. C'est validé tronc-cural à la cheville. On préserve l'autonomie du patient. On s'offre un parcours qui est confortable pour nous et pour le patient, avec une analgésie de qualité à la maison et une anesthésie de qualité au bloc opératoire. Pour les géniculés au genou, c'est un bloc qui nous vient de la douleur chronique. On est en train d'aller de plus en plus distal pour la douleur aiguë également. Il y a des signaux en faveur de ce bloc. On va pouvoir avoir un ambulatoire facilité avec peut-être une meilleure prise en charge analgésique à domicile. Ça reste à prouver. On est au balbutiement de la technique. Mais en tout cas, la preuve, c'est qu'elle est en congrès. Donc, on commence à s'y intéresser au bloc opératoire et c'est top. Et puis, il y a ces blocs distaux en chirurgie de hanche qui sont décrits. Il y a plusieurs techniques décrites dans les dernières années, notamment le PENG, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un enjeu dans les rappels post-opératoires que vous avez dans vos structures? Voilà, à discuter. J'espère que vous avez passé une bonne matinée dans votre bloc opératoire de chirurgie ortho.